Tiens, c'est pour toi, mange. Toi, attrape ton premier œil. Voilà. Ici, là, hop. Bon, merci beaucoup d'être ici. Donc, c'est une conférence organisée sur une question fondamentale qu'Alain va nous traiter ce soir. La dite question étant autant bourrer le mou comme on bourre les urnes. On a le plaisir d'accueillir Alain Guyard, auteur de Natchave, qui est un ami du festival de longue date et qui a développé un concept de philosophie foraine dont vous allez voir un exemple ce soir. Et donc, je vais laisser la parole à Alain. Eh bien, bonsoir Groland, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vous cache pas que je suis très content d'être là ce soir pour un petit numéro de philosophie foraine. Parfois les gens ont un petit peu peur à propos de la philosophie, ça les inquiète. Ils se disent oui, on a un petit peu du mal à piger le truc, on entrave que de chi, ça risque d'être un peu complicada et tout ça. Je voudrais vraiment vous mettre à l'aise. Au début, philosophe, oui certes, mais philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts, pétomane mental, mais uniquement le week-end et sur rendez-vous. Donc déjà, ça calme un peu le truc. Il m'a été demandé de vous faire un petit numéro sur la dictature. C'est un peu compliqué comme ça. Alors, le sujet que je vais traiter, il a été dit tout de suite par Gérard. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment entendu. Peut-être je vais le répéter. Oui. Oui, merci. Oui, voilà, oui, tu as retenu l'essentiel en effet. Est-ce qu'on peut bourrer les urnes comme on bourre le mou? Ça va être le sujet de ce soir. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas parler en mon nom. J'ai pas de qualification spéciale en charcuterie. Et d'une. Et de deux, je vais mobiliser des auteurs. Premier auteur que je vais citer, peut-être vous le connaissez, mec qui s'appelle Michel Foucault. Très bien, très bien. On est d'accord que c'est pas Jean-Pierre? On essaie de poser un peu les trucs au début. Hein. Je te rappelle aussi un autre mec, parce que vous le connaissez, mec qui s'appelle Gilles Deleuze. Est-ce que vous connaissez Gilles Deleuze au Gros Lard? Est-ce que vous voulez entendre parler de Gilles Deleuze au Gros Lard? Eh bien on en parlera un petit peu alors. Et puis enfin, dans un troisième mouvement, je parlerai aussi à un troisième mec, mais vous le connaissez, le mec qui a inventé les blue jeans, c'est Claude Lévy. Oh, très bien, il y a des gens qui aiment porter les pantalons bleus, parfait. Donc je ferai ainsi appel à ces auteurs, comme ça, pour traiter de cette question. Est-ce que on peut bourrer les urnes comme on bourre le mou? Alors, avant d'attaquer, vendu de cul comme ça dans la tourmente, recta, peut-être un petit peu vous expliquer comment que ça marche. Je vais travailler en 3 étapes. Philosophie, c'est toujours en 3 étapes. Et les trucs, ils marchent par 2. Hein, par exemple, les gendarmes, ils marchent par 2. Témoins de Jéhovah, marche par 2. Testicules, marche par 2. Après, synonyme, ça vous regarde. Philosophie, on travaille toujours en 3 étapes. Première étape, c'est l'étape selon laquelle c'est moi que je vais causer. Je vais essayer de réfléchir à ça, là. Bourrer les urnes, bourrer le mou, avec les 3 auteurs que je vous ai causés. C'est moi que je cause dans le poste. D'ailleurs, vous le savez peut-être, il y en a qui ont été peut-être à l'école parmi vous, on sait jamais, on peut rêver, hein. Et quand tu es à l'école et que tu fais de la philo, généralement quand tu fais une dissertation de philosophie,
T'as une première partie, et cette première partie, habituellement, on l'appelle la fameuse... Oh nom de Dieu, vous êtes trop bonnard. Oui, effectivement, c'est la thèse pendant laquelle on énonce les auteurs. Alors il y aura ça, c'est moi que je cause et que je citerai les auteurs. Mais après, il y a une deuxième partie. Et après qu'on ait parlé des auteurs, les gens, ils n'hésitent pas à prendre la parole pour les contester. Et c'est la raison pour laquelle, après la thèse, il y a toujours la place pour la fameuse... Ouais, il y en a au moins 5 qui sont allés jusqu'au lycée, parfait. Mais tout ça ne s'arrête pas là. En philosophie, après la thèse, après l'antithèse, il est la place pour un troisième moment, et qu'on appelle habituellement la fameuse foutaise. Foutaise, en effet. Et donc, nous, qu'est-ce que nous ferons dans cette troisième partie? Nous nous partagerons tous ensemble, là, le pot de l'amitié. Alors que je vais ouvrir. Gaillac 2017, mon pote. Je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin tout au fil de mon numéro de fil au foraine. Vous constaterez qu'à plusieurs reprises, messieurs, dames, pendant mon numéro... Là, ça vous intéresse, hein? Les mecs, ils applaudissent les bouteilles ouvertes, sans déconner. Bonjour les poivreaux, quoi. Je vous prie d'accorder toute votre attention à ce qui va se passer maintenant. 50 yoga. Regardez bien ce qui va se passer. Chut, tais-toi. Là, tu peux trembler. Regardez bien. Est-ce que tout le monde a vu? Je le refais peut-être? Oui. Merci pour moi. Ce moment-là est important, j'y reviendrai régulièrement. C'est le moment que j'appelle le moment de la rupture pédagogique. Je l'ai mis en place quand j'enseignais en lycée. J'ai enseigné en lycée 2 mois. Mais dès lors que vous êtes face à un concept compliqué, dès lors que vous avez besoin de faire une pause dans les démonstrations rationnelles que je mets en place devant vous, pour que vous puissiez enfin méditer et réfléchir, je m'octroierai cette pause-là, et vous me verrez faire ça d'ailleurs précisément. Ce n'est pas que je fais rouler le vin en bouche, c'est que je vous invite à réfléchir. D'accord? Au plus vite vous comprenez, au moins j'ai besoin de faire des ruptures à caractère pédagogique. Par contre, moins vous pigez, plus je fais des ruptures. Plus je fais des ruptures, plus vous risquez de moins piger. Donc plus que je vais faire des ruptures. Premier problème. Deuxième problème, je vous ai dit, dans la troisième partie de la foutaise, on partage ce qui reste. Donc vous avez intérêt à comprendre vite. Ça va? C'est pigé pour tout le monde? Pas grave, c'est pas grave. Contente-toi de regarder, déjà c'est un spectacle, ma physique absolue et moi plastique divine. J'attaque le sujet. Je vous l'ai dit. Le sujet c'est le suivant. Est-ce qu'on peut bourrer les urnes comme on bourre le mou? Non. Tais-toi, c'est moi qui cause. À première vue, ce qu'on nous dit en général, c'est la chose suivante. L'histoire, elle se divise en 2 époques. Il y a l'Ancien Régime et puis il y a après la Révolution française. L'Ancien Régime, trop les gens, ils vivaient comme des esclaves. Quand tu dis esclaves, tu penches toujours, hein. Ils vivaient comme des esclaves, comme des malheureux. Ils n'avaient pas droit à la parole. Ils étaient privés de tous les droits d'ailleurs. Puis d'un coup, il y a le coup de baguette magique. Et le coup de baguette magique, Révolution française. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Rentrer dans la liberté, rentrer dans la démocratie, rentrer dans la République. Et alors, on est vachement tributaire de cette idée selon laquelle il y a un avant dans lequel les personnes sont écrasées, n'ont pas droit à la liberté. Et puis il y a un après, la République, la démocratie, qui est le moment enfin où le peuple a la possibilité d'exercer sa liberté. Vous la voyez la coupure? Vous l'entendez le son du pipeau? Ouais, voilà quoi. Donc le son du pipeau, si vous voulez, on va essayer un petit peu de lui un petit peu niquer sa race, si vous voulez. Et ça vaut peut-être le coup ici
de mobiliser le premier auteur, ce dont lequel que je vais te parler. Et le premier auteur, ce dont lequel je vais te parler, on va voir si vous vous en souvenez, c'est le mec qui s'appelle Michel. On va peut-être la refaire. Le mec qui s'appelle Michel. Ouais, très bien, les gens sont enthousiastes, effectivement, et surtout spontanés. Ouais, alors Foucault, pourquoi ça vaut la peine de voir ce qu'il nous raconte là-dessus? Parce qu'il nous dit que là-dessus, on a un peu enfumé le micheton. On a enfumé le micheton, et pour quelle raison? Parce que, dit-il, en fait, le moment de la bascule, le 18e siècle, c'est quoi? C'est pas le moment où on est rentré dans la liberté. 18e siècle, il s'est passé un drôle de truc. Il s'est passé 3 drôles de trucs. Premier truc qui s'est passé, nous dit-il, premier truc qui s'est passé, dit-il, c'est que vers le 17e, vers le 18e, peu à peu, la guerre a commencé à devenir très compliquée. Avant la guerre, c'était sympa. Avant, vous descendiez avec vos cousins, vous vous maraviez la gueule avec les cousins d'en face, vous reveniez, c'était sympa et tout ça, on accrochait le barde à l'arbre et machin, tout ça, belle ambiance. Puis après est apparue la poudre à canon. Puis après sont apparues les casernes. Puis après sont apparues la conscription obligatoire. Et là, Foucault, il dit, ça commence à être un peu compliqué pour les gouvernants. C'est dur de gouverner. Les gens ils disent, oui, c'est dur d'être gouverné, mais c'est dur aussi d'être gouvernant. Pourquoi c'est dur d'être gouvernant? Parce qu'il faut gérer ça. Il faut gérer la guerre. Et gérer la guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi organiser la vie des casernes, les cantines, la poudre, la discipline dans les armées. Et là où ça commence à être emmerdant, nous dit Foucault, c'est quoi? Bah c'est que avant, il y avait un truc sympa quand vous reveniez de la guerre avec vos cousins. Vous faisiez un tour dans le village voisin, puis vous coupiez un peu la gueule à quelques paysans, vous massacriez comme ça quelques jacqueries dans une ambiance bon enfant et sympathique. C'était très bien pour se déstresser en venant des croisades. Après, ça devient un peu compliqué, ça. Pourquoi ça devient un peu compliqué? Parce qu'on a besoin justement de ces paysans-là. On a besoin d'organiser la guerre avec des méthodes qui sont des méthodes beaucoup plus rigoureuses. C'est beaucoup de soucis pour les gouvernants. Beaucoup de soucis pour les gouvernants. Il faut vraiment tout organiser le pays, il faut administrer le pays, il faut le centraliser. D'ailleurs, c'est au moment où commence à apparaître, après la féodalité, la royauté. La royauté, c'est pour avoir des guerres propres. Puis il rajoute un deuxième truc, Foucault, il dit, ça déjà c'est une grosse galère, mais il y a une deuxième galère. Et la deuxième galère, c'est quoi? Eh bien la deuxième galère, c'est qu'en fait, il a commencé à émerger quelque chose au XVIIIe siècle. Je ne sais pas si vous les connaissez, si vous avez voté, vous avez toujours voté pour eux. Il émerge la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, c'est toujours un peu emmerdant, parce que quand on gouverne, on ne sait pas trop quoi faire avec. Parce que, si vous voulez, la bourgeoisie, bon, c'est pas complètement l'aristocratie. Donc vous pouvez pas trop l'inviter quand même pour faire des afters. Mais d'un autre côté, c'est pas trop non plus le prolétariat. Vous pouvez vous amuser à décapiter quand vous sortez, des croisades. Et puis la bourgeoisie, ben, elle tire un peu de la thune, elle commence à en faire. Et vous, quand vous êtes le grand patron du royaume, vous dites, qu'est-ce que je fais de ces gens-là? Très emmerdant. Je les épargne, je les épargne pas. Il faut mettre en place des procédures compliquées. Il faut inventer l'impôt. Il faut inventer l'impôt progressif, dégressif. Faut pas trop quand même leur faire peur parce que c'est eux qui ont toute la tunasse. Donc peut-être je vais avoir besoin, moi, comme au roi, pour engager les guerres lointaines. Donc ça commence à être super compliqué cette histoire. Donc non seulement il faut tout gérer au niveau administratif, il faut commencer à économiser tous les mecs qu'on envoie sur le champ de bataille, il faut commencer à les discipliner. La discipline force les armées, j'y reviendrai. Mais en plus, il faut commencer à avoir une logique fiscale et c'est super compliqué. Il faut passer par le budget, il faut faire au moins 4 ou 5 ans comme Macron, sinon on ne peut pas s'en sortir. Vous voyez le truc? Et puis je rajoute un troisième élément. Troisième élément qui est vachement important, c'est quoi? C'est qu'à la même époque, qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît les fabriques. Il apparaît les premières usines. Et là aussi, c'est une galère atomique. Parce qu'une fabrique ou une usine, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des ouvriers. Et si possible, des ouvriers qualifiés. Et là, mais c'est super difficile, c'est super compliqué quand vous êtes gouvernant. Parce que l'ouvrier, à quoi ça sert? Généralement, à se manger des balles de LBD 40, se manger des matraques et de la lacrymo. Ça sert à ça. Mais d'un autre côté, il faut l'économiser, il faut le soigner. Parce qu'il a un savoir-faire qui vous permet la plus-value du côté de la bourgeoisie, dont vous avez besoin pour vous maintenir au pouvoir. Alors qu'est-ce que je fais avec lui?
Je le tape, mais pas trop. En même temps, je le tape parce que c'est le peuple. En même temps, je l'économise parce que c'est lui qui produit la plus-value. Une galère. C'est tellement compliqué. La vie est dure, hein. Depuis le XVIIIe siècle, je ne vous souhaite pas d'être à un poste de pouvoir. Et à ce moment-là, Foucault, il dit, voilà ce qui s'est passé. On a quitté les sociétés qui étaient des sociétés absolutistes. Et dans les sociétés absolutistes, le gouvernant ne savait pas vraiment ce qui se passait du côté de ceux qui gouvernaient. Et ma foi, il s'en branlait vraiment sa race. Et il est rentré à partir du 17e, 18e, 19e dans des sociétés qui sont, dit-il, des sociétés disciplinaires. Et qu'est-ce qui qualifie la société disciplinaire? Ben, un mot, il est fort simple. Il faut discipliner, il faut cadrer, il faut rationaliser, il faut millimétrer. Par exemple, il y en a peut-être parmi vous qui travaillent. Navré pour toi, mon pote. Travailler, c'est pas cool. Je sais pas si vous en avez jamais fait l'expérience, mais ce qui se passe au travail, c'est profondément humiliant. Parce qu'en fait, vous êtes normé, catégorisé, encadré. Et du moment où vous travaillez, on sait à quelle heure et à quel endroit vous êtes. Donc fondamentalement, qu'est-ce qui a émergé à ce moment-là avec la société disciplinaire? Foucault, il dit, bah c'est simple, c'est la disparition de la liberté. C'est la disparition du principe qui pourrait être peut-être à la base de la politique qui s'appelle la justice, et l'émergence d'une nouvelle figure qu'est le gestionnaire, discipliné, rationnel, qui met en place des techniques pour encadrer des flux de population pour qu'elles soient toujours plus productives. Où est-ce qu'il y a de la liberté là-dedans? Eh ben, Foucault vous répond, il n'y en a pas. Et donc, trop les mecs qui vous racontent parce que vous avez été à l'école, qu'en fait, le monde de la bascule, le XVIIIe siècle, c'est rentré dans la sphère de la liberté. Macachuelo, en fait, ce qui se passe, c'est exactement le contraire, nous dit Foucault. À partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, il y a eu une mise en place de techniques de gouvernement toujours plus précis, toujours plus rationnelles, grâce à quoi le peuple, en tant que tel, n'existe qu'à la condition qu'il soit calibré, mesuré, déterminé, anticipé, et nié dans la possibilité même qu'il a d'exister comme être libre. Ça va? Vous le digérez? Ouais, mal bien sûr. Hein. C'est important de commencer par ça. Hein. C'est important de commencer par ça parce que ça rompt avec les deux selon laquelle, là où il y a des urnes, là la liberté, parce que c'est le monde moderne, et avant c'était l'esclavage. Foucault il dit que c'est peut-être exactement le contraire, parce qu'avant le gouvernement n'avait même pas l'idée du peuple. D'ailleurs, on ne savait pas le quantifier, on parlait de feu, on n'arrivait même pas à énumérer le nombre de personnes qu'il y avait sur lesquelles on exerçait son pouvoir. Vous pigez? Vous, je sais pas, mais moi, après la lecture et la découverte de Foucault, c'était vraiment une grosse blessure narcissique sur le plan politique. Avant, j'étais sociodémocrate, c'était une grave violence. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à inventer des ruptures à caractère pédagogique. Je vais donc en faire une pour vous et pour moi, afin qu'on se remette de cette première révélation. Pause à caractère pédagogique. Les gens ils disent ok d'accord, Guyard dit ça, mais est-ce qu'on a vraiment la preuve que ce qui se raconte là sur Foucault c'est quelque chose qui peut être avéré? C'est la raison pour laquelle je suis venu ici, pour vous, au Fifi Gros, rien que pour vous, avec ce magnifique sac poubelle. Les gens se demandent ce qu'il y a dans ce sac poubelle. D'ailleurs ils posent la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac poubelle? Et les gens ils se disent, ah, enfin des pièces à conviction pour l'affaire du petit Grégory. Eh bien non, public affamé de nouveautés. Non, dans ce petit sac, en fait, il y a des livrets de philo foraine, selon lesquels que je les ai écrits rien que pour vos beaux yeux. Et dans ces livrets, vous avez des extraits de la pensée de Foucault. Je vous accopie un petit passage, vous allez voir, il est mignon comme tout. Et il confirme que non seulement je vous dis des conneries, mais peut-être qu'en plus je les recopie. Je vais procéder à l'ouverture du sac devant vous, messieurs, dames. Rien dans la manche gauche, rien dans la manche droite, tout entre les cuisses. Je vais circuler parmi vous, j'espère qu'il y en aura assez. Peut-être qu'il en manque. Auquel cas, s'il en manque, et si vous êtes venu avec votre partenaire sexuel habituel, vous me le dites, je donne un pour deux. Si vous êtes venu avec votre partenaire sexuel et votre amant ou votre amante, vous me le dites, et je donne un pour trois. Si vous êtes venu en minibus parce que vous êtes trop chaudasse et vous faites des vidéos gravos sur Jackie et Michel, pas de problème, je donne un pour le minibus. Et en échange, tu n'ouvres pas chérie, en échange, vous me dites l'adresse
de votre vidéo sur Jackie et Michel. Je les distribue, bien sûr, tant que je ne te dis pas de l'ouvrir, tu la fermes pour le faire. Voilà. Je te la donne, voilà, tiens, prends, regarde comme c'est. Tiens, c'est pour toi, mange. Ici, toi, attrape au premier œil, voilà. Ici, là, hop, Ciao, regarde, n'ouvre pas tout, charogne tout, sans déconner, trop t'as une pulsion, t'as du mal à la contrôler mon amour. Vas-y, referme tout, referme tout. Vas-y, regarde, et tu n'ouvres... Attends. Voilà, bah oui, je sais, c'est dur de se contrôler des fois, hein. Je sais que ça pile, je sais ce que c'est. Alors vas-y, tu n'ouvres, mais tu n'ouvres qu'une fois. Je t'ai dessiné Michel Foucault avec une chipolata dans l'oreille, pour essayer de faire raccord, hein, puisque l'idée c'est bourrer le mou. Quand on bourre le mou, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait sinon, bien sûr, eh bien, quand on bourre le mou, on ne fait rien d'autre que justement remplir la saucisse. Et donc là vous avez justement mon magnifique Michel Foucault avec une saucisse dans l'oreille. Alors écoutez, c'est un petit passage que je vous ai trouvé d'une conférence incroyable qui fait au Brésil en 76, en pleine explosion punk. Je vais la lire si vous le voulez bien et vous allez voir, c'est absolument stupéfiant, éclairant. Après tu te dis mais ma vie a été transformée, ce mec est génial, il faut qu'il me laisse son 06. En plus j'ai appris qu'il a refait les amortoches dans son C10, la soirée va être super. Alors... ah, je sais, votre est triste. Hein. Alors écoute, je lis le truc de... Le maille du pouvoir, conférence à Bahia en 76. Voilà ce qu'il nous dit. Par conséquent, il faut faire non seulement l'histoire des techniques industrielles, mais aussi des techniques politiques. La discipline est, au fond, le mécanisme de pouvoir par lequel nous arrivons à contrôler le corps social jusqu'aux éléments les plus ténus par lesquels nous arrivons à atteindre les atomes sociaux eux-mêmes, les individus. Comment surveiller quelqu'un? Comment contrôler sa conduite, son comportement, ses aptitudes? Comment intensifier sa performance, multiplier ses capacités? Comment la mettre à la place où il sera la plus utile? Voilà ce qu'est, à mon sens, la discipline. Donc là, il y a un truc qui est super fort, parce que ce qu'il est en train de nous dire, Foucault, c'est que c'est pas qu'une histoire de vidéosurveillance. Il est en train de nous dire que tous les processus d'accompagnement, que ce soit l'école, que ce soit la formation, que ce soit tous les dispositifs de réinsertion, peut-être même les dispositifs d'hygiène sociale, ils n'ont qu'une fonction, assurer la traçabilité du cheptel humain pour l'exploiter à fond, pour le faire juter jusqu'à son terme, ce dont le Moyen-Âge, auparavant, était incapable. Donc, mes chers amis, nous avons perdu la liberté dès l'instant que nous sommes rentrés dans les sociétés à caractère disciplinaire. Rupture pédagogique. Cependant, tout n'est pas dit. Bien sûr, Foucault a bien parlé, mais il n'y a pas que Foucault qui a parlé. Il y a après le deuxième auteur sur lequel je dois te parler. C'est le mec dont le prénom est Gilles et dont le nom de famille est... Et je vais vous parler de Gilles Deleuze en effet. Gilles Deleuze, il dit « Trop sa race, c'est con mon pote ». Je cite de mémoire le texte. Parce que Michel Foucault est mort. Et oui, ça te fait pleurer, je sais. Michel Foucault est mort en 84. 84, vous vous souvenez? 84, Madonna. 84, Madonna. Like a Virgin, ouais. Voilà. Les mecs, tu leur causes philo, il moque sa mère, il dit rien. Tu leur dis Madonna. Incroyable. Effectivement, comme par hasard, je veux pas faire le complotiste, hein, mais comme par hasard, Foucault meurt l'année où Madonna chante Like a Virgin. Je jette la clé, hein, mais après, on en reparlera ensuite à la foutaise. Hein. Mais toujours est-il que l'ami Deleuze, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est trop con que mon pote Foucault soit mort, parce qu'en fait, il voulait aller plus loin.
Il voulait aller plus loin, il voulait aller plus loin dans les sociétés disciplinaires. Parce que, dit-il, depuis le 19e siècle, il y a eu un pas en avant. Et le pas en avant, c'est quoi? C'est l'émergence de ce qu'il appelle les sociétés de contrôle. Est-ce que vous savez, messieurs, dames, ce que c'est que la société de contrôle? Non. Mais oui. Est-ce que vous voulez le savoir? Oui. Je vais vous le dire. Ok. Contrôle. Contrôle, c'est vachement intéressant, rien que le mot. Contrôle, ça vient de deux racines. Contre et rôle. Société de contrôle, c'est une société dans laquelle tu apprends ton rôle par cœur et tu apprends si bien ton rôle par cœur qu'en fait quelqu'un peut contrôler pour savoir si tu es capable vraiment de jouer avec cœur par cœur ton rôle. Tu le piges, ça, c'est vachement important. Parce qu'en disant ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire, l'ami Deleuze? Et là, ça va vraiment nous éclairer par rapport à notre propos. Quant à savoir si on peut bourrer les urnes comme on bourre le mou. Eh bien, en fait, Deleuze, reprenant la pensée de Foucault, dit la chose suivante. C'est qu'en fait, nous ne cessons d'apprendre notre rôle au quotidien. Nous n'avons même plus besoin d'avoir du dehors des disciplines qui nous menacent, qui nous dressent, qui nous somment, qui nous surveillent, qui nous intiment, qui nous envoient des injonctions. Parce qu'à l'intérieur, nous devançons les ordres. Pas besoin d'avoir un flic dehors, dès lors qu'à l'intérieur de moi, le flic, je l'ai. Tu comprends ça? C'est vachement important quand il découvre ça, Deleuze. Parce que qu'est-ce qu'il veut dire? Tu sais ce qu'il veut dire? Dis-le plus fort. Non. Est-ce que tu veux le savoir? Ouais. Ah, j'aime. Ce qu'il est en train de dire, Deleuze, c'est la chose suivante. Il est en train de dire, avant, dans les sociétés disciplinaires, on était formés de l'extérieur, contraints par les puissances répressives. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Même s'il n'y a plus de puissance répressive, de nous-mêmes, on se moule. Nous nous moulons. C'est ça, putain, la découverte à Deleuze. Nous sommes des automoulés. Tous, là, je vous prends tous les uns après les autres, vous êtes des automoulants. Nous sommes tous les automoulants de notre propre existence. Nous sommes à nous-mêmes notre propre moule. Tu le comprends, ça? À jamais, mon pote. Et ce que nous explique Deleuze, et c'est là où il y a une espèce de rupture, de transformation qui s'est faite, d'une disruption, comme dirait l'autre. La véritable disruption, c'est quoi? C'est le moment où les technologies disciplinaires sont suffisamment élaborées que maintenant les technologies disciplinaires ne se contentent pas de travailler objectivement le rapport de force avec les unités de répression, mais les technologies de gouvernementalité sont tellement fines et élaborées qu'elles sont capables de travailler, de trafiquer ma propre subjectivité, mon propre désir, mes propres goûts. Je crois parfois désirer, je crois parfois être le sujet du verbe désirer, mais en fait, sa race. Non! La société de contrôle m'a éduqué depuis tout petit à accéder à des désirs qui ne sont pas miens, mais que je crois miens. Tu le piges, ça? Tu le comprends? Toi, tu dis oui parce que t'es trop gentil. Pour que vous le compreniez, rien de mieux que de retourner au livret de philosophie foraine et de vous confronter à un deuxième texte de Deleuze. Je vous invite à ouvrir dans un second mouvement votre livret. Cependant, je vous mets en garde. Le texte que vous avez lire est incompréhensible, à moins que vous ayez une forte dose de pinard qui coule dans vos veines. On va le lire ensemble. Laissez-vous porter par la magie de la poésie. Hein. C'est l'essentiel. Hein. Nous allons le lire. Pardon. Peut-être une rupture à caractère pédagogique avant. Hein. Regardez, je vous ai dessiné Deleuze. Je suis pas mécontent de ma caricature. J'ai fait une très grosse chipolata. Je commençais à me sentir de plus en plus à l'aise. On se connaît pas, on s'en va après. Alors, écoute ce qu'il nous dit, Deleuze. Donc c'est dans Pour parler, un texte qui a été édité aux éditions de Milieu en 90-91. Et c'est un entretien avec une de ses anciennes élèves. Je le lis. Vous allez voir, c'est assez
Peut-être on aurait dû distribuer des acides en fait au début. Bon, c'est pas grave, on va essayer quand même sans acide, mais je garantis pas. Hein. Voilà ce qu'il nous dit Deleuze. Ce sont les sociétés de contrôle qui sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires. Les enfermements sont des moules, des moulages distincts. Mais les contrôles sont des modulations, comme un moulage autodéformant qui changerait continuellement de forme. Et là, tu gobes l'extase, d'un instant à l'autre. Écoutez bien, l'homme des disciplines était un producteur discontinu d'énergie, mais l'homme du contrôle est plutôt ondulatoire, mis en orbite sur faisceau continu. Là, on va sur de l'héros quand même. Hein. Et alors, il y a la conclusion, alors hallucinante de Deleuze quand même, elle est là. Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. Partout, le surf a déjà remplacé les vieux sports. Vas-y, quoi, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Alors écoute, en gros, ce qu'il faut que tu piges, ce qui est vachement important, c'est avant, dans les sociétés disciplinaires, on va dire jusque dans les années, je sais pas, 50, 70, il y a quoi? Il y a des producteurs discontinus d'énergie. C'est les sociétés disciplinaires. Quand le mec il va à l'usine, il sait qu'à l'usine, il va être dans un rapport de force avec son contremaître. Et quand il en sort, alors il peut recomposer des espaces de liberté parce qu'il échappe à la discipline. C'est les congés payés, par quoi il va quitter les corons. Continue, tu vois ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus sur de l'énergie discontinue, on est sur de l'énergie continue. L'énergie continue, ça veut dire quoi? On est toujours à basse intensité dans des structures qui nous moulent, qui nous orientent, qui nous coordonnent. Par exemple, le mec il va bosser, mais le mec il dit « Ouais, trop c'est cool, moi je suis pas comme mon grand-père qui était à l'usine qui se faisait chier à la mine, moi je suis trop à l'aise et tout, parce que par exemple moi en tant que commercial, par exemple j'ai une bagnole, j'ai un téléphone portable, et comme ça je peux travailler en dehors de chez moi, en dehors du boulot et chez moi. » Et ben là il a perdu le mec. Pourquoi il a perdu de l'espace de liberté? Parce que justement, il sort de la sphère disciplinaire du travail. Et qu'est-ce qu'il fait le soir quand il revient chez lui? Est-ce que vous croyez qu'il tape dans la bidoche? Eh ben non. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie ses mails avec l'ordinateur qui a été offert par l'entreprise. Et donc, on est bien ici dans un processus dans lequel, continuellement, il y a une pression et continuellement, il y a des moules autoformants auxquels nul n'échappe. D'où la conclusion qui est vachement importante de Deleuze. Et la conclusion, c'est la suivante. Partout, le surf a remplacé les anciens sports. Est-ce que ça, vous le pigez? Non. Est-ce que ça, vous voulez le piger? Oui. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous le piger, de vous l'expliquer. Mais auparavant, j'ai besoin d'une putain de rupture. Un caractère pédagogique. Avant le surf, dans les années 50, à quoi jouaient les gens? Ils jouaient au tennis, en pension. Quand vous jouez au tennis, il y a la balle, elle vous agresse, vous la repoussez. Sport discontinu. J'attaque, je reçois l'attaque, je réponds. Sport discontinu, agressé, agresseur. Écrasé par la puissance de la balle, libre dans la puissance que je mets dans ma balle. Ça, c'est le tennis. Ancien sport, c'est fini. Maintenant, c'est le surf. Le surf, il est vachement intéressant. Pourquoi il en parle, Deleuze? Parce qu'en fait, à l'époque, il avait écrit des pages sur le surf, pas mal. Et il avait tellement écrit de pages qu'à un moment, il y a le magazine Surf Magazine qui écrit à Deleuze comme ça, puis qui dit « Gilou, sans déconner, ta philosophie, trop on la kiffe. On fait une nuit du surf. Viens, tu fais toute la nuit avec nous, on mate des films de surf, ça va être génial, tu les commentes en direct pendant 12 heures toute la nuit. » Bon, Deleuze a été un peu gêné quand même, il a dit bah, j'ai piscine, je peux pas y aller, mais c'est vachement intéressant. Pourquoi c'est vachement intéressant? Qu'est-ce qui se passe avec le surf? Quand tu fais du surf, tu peux pas échapper à la vague. Prends un extra.
Quand tu fais du surf, tu peux pas échapper à la vague. Il y a des mecs qui disent « Ouais, bah je vais faire du surf comme du tennis en fait. » Alors des fois, ça me saoule trop les vagues. Ce que je vais faire de temps en temps, je vais faire du surf dans le sable. Si le mec il fait du surf dans le sable, c'est qu'il est encore héritier des sociétés disciplinaires. Mais ça marche plus comme ça. Parce que tu ne peux pas faire du surf dans le sable. Ça va? Je sais que c'est un peu compliqué ce passage, hein. Peut-être je vais faire une rupture. Par contre, continue Deleuze, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours pris dans le rouleau, je suis toujours pris dans le tunnel, toujours pris dans la vague. Donc ça veut dire qu'en permanence, il y a des forces qui font pression sur moi. Il y a des forces qui font pression sur, je reprends les mots dont j'ai parlé, ma sensibilité, ma subjectivité, mes désirs, mes appétences, mes goûts. En permanence, je ne peux pas échapper à ça. Je ne pourrais pas connaître la paix de celui qui, au tennis, a balancé la balle et attend le retour. Alors on pourrait dire c'est une catastrophe. On pourrait dire depuis qu'on est dans les sociétés qui sont les sociétés de contrôle, qui ont complété plus encore les sociétés disciplinaires, on nous bourre sans cesse le mou, comme on bourre les urnes. Plus besoin de bourrer les urnes quand vous bourrez le mou. Mais Deleuze, il va plus loin, puis il dit « Ouais, mais quand bien même, jamais tu peux échapper aux forces qui sont celles des vagues, qui travaillent le surf. N'empêche que toi, ce que tu peux faire, c'est utiliser ces forces contraires, les unes avec les autres, pour choisir ta trajectoire. Nul ne peut échapper aux forces qui nous contraignent, ça c'est le propre de la société de contrôle, mais nous pouvons jouer contre et avec elles. » Tu comprends le finot là? Ça veut dire quoi, jouer contre et avec elle? Je suis travaillé en permanence par des vagues qui orientent l'assiette de ma subjectivité, de ma sensibilité, de mes appétences et mes désirs. Mais je peux jouer avec ces vagues les unes contre les autres. Pourquoi faire? Peut-être pour provoquer des désirs, fabriquer des subjectivités avec ces forces, en les combinant les unes avec les autres. Je vais le dire autrement, dans un festival qui s'appelle le Crowland, où vous avez trop maté des films, et où à côté de moi il y a une librairie. Le seul moyen qu'on a d'utiliser les vagues, le seul moyen qu'on a d'utiliser les forces qui labourent, orientent et déterminent notre subjectivité, c'est quoi? C'est les utiliser à notre avantage. Et ça porte un nom, dit Deleuze. Lorsque la subjectivité, je la travaille avec les forces qui font pression sur moi, ça s'appelle l'art. Vous avez des micros, vous avez des écrans, vous avez des films, vous avez des images, vous pouvez faire de la merde qui est aliène, vous pouvez faire de la propagande, vous pouvez faire de la BFT, et vous pouvez aussi utiliser tout ça, cette matière qu'une matière qui fabrique de la subjectivité, pourquoi faire? Pour justement réorienter vos désirs. Voilà ce que dit Deleuze, et il conclut par ces mots qui sont très intéressants. Aujourd'hui, en société de contrôle, la seule résistance possible, c'est la créativité et l'art. Tout n'est pas dit. Il est temps de conclure, messieurs, dames. Parce que je voudrais aller au bout de nos métaphores. Et aller au bout de nos métaphores, c'est poser la chose suivante. Vous l'avez compris, le problème au début, c'était quoi? C'était le problème politique qui fait qu'on se fait bourrer comme une chipolata. On se fait bourrer le mou comme une chipolata. Notre subjectivité, elle est là l'objet d'un bourrage de mou. Et la question maintenant, c'est comment riposter. J'ai fait une première proposition avec Deleuze, l'art comme résistance, comme manière de se réapproprier la subjectivité. D'accord. Deuxième proposition, je voudrais vraiment aller maintenant, de manière un peu, comment dire, directe et droite au but. Elle tient un peu de mots. Et la proposition, elle est faite ici par Claude Lévi-Strauss. Quelle est-elle? C'est la suivante. Bourrer le mou, c'est faire appel à la chipolata. On nous bourre le mou. Est-ce qu'on a moyen de riposter nous-mêmes en nous engageant dans un engagement, dans un positionnement, dans un activisme politique qui soit aussi charcutier? Ils nous bourrent le mou. Est-ce que nous ne pouvons pas nous aussi en retour le leur bourrer? Est-ce qu'il n'y a pas un horizon politique émancipateur à la charcuterie?
Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager quelque chose qui soit cela, riposter à la violence de la bourgeoisie dans le cadre des sociétés qui sont les sociétés de contrôle, et riposter en convertissant les bourgeois eux-mêmes en chipolata? L'idée n'est pas de moi, elle est de Lévi-Strauss, c'est un très beau texte, Triste Tropique, de 1953, où il nous oppose deux sociétés, la nôtre, société dans laquelle, lorsqu'on est confronté à l'ennemi, on le vomit, on l'enferme dans la prison, et il oppose aux sociétés qui sont les sociétés traditionnelles, brésiliennes, dans lesquelles, quand on est face à un ennemi, plutôt de rejeter, de l'éloigner de soi, qu'est-ce qu'on en fait? On le prend en soi, on le digère, on en fait sa chair, en deux mots, on le bouffe. Alors, cette proposition de Lévi-Strauss, elle est là, dans le troisième texte, qui est le texte conclusif, que nous allons lire ensemble, et j'espère qu'il peut être un magnifique tremplin pour que nous puissions engager peut-être cette révolution charcutière à laquelle je tiens beaucoup, grâce à quoi un avenir est promu à la classe bourgeoise, pourvu qu'elle consente à finir en chipolata. Lisons le passage de Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, années 50. Je lis ce passage. À étudier nos coutumes judiciaires et pénitentiaires du dehors, on serait tenté d'opposer deux types de sociétés, celles qui pratiquent l'anthropophagie, c'est-à-dire l'absorption de certains individus, et celles qui, comme la nôtre, adoptent ce qu'on pourrait appeler l'anthropémie. Émein signifie vomir. Placées devant le même problème, elles ont choisi deux solutions inverses. À la plupart des sociétés que nous appelons primitives, cette coutume d'expulser des êtres hors du corps social inspirerait une horreur profonde. Plutôt que de consommer quelques-uns de nos semblables, nous préférons les mutiler physiquement et moralement. Alors elle est là maintenant ma conclusion, messieurs, dames, je pense que vous l'avez compris. L'issue ici, c'est d'en finir avec l'immoralité de notre société, proposer une riposte au bourrage de mou dans les sociétés de contrôle, et le seul bourrage de mou qui puisse avoir vraiment une dimension morale, vous l'avez compris, une dimension éthique, une dimension de bienveillance, eh bien c'est de convertir l'ensemble de la bourgeoisie en chipolata et de la donner à bouffer, peut-être sous le contrôle de nos amis de L214, pour s'assurer qu'il y ait vraiment un respect du bien-être animal. Voilà, tout est dit, je suis arrivé à ma conclusion, messieurs, dames. Évitons donc, finissons-en avec les sociétés disciplinaires, finissons-en avec les sociétés de contrôle et bouffons du bourgeois. C'est une rupture à caractère très dégagé. Je suis à votre disposition maintenant si vous le souhaitez pour un échange, des remarques, des suggestions, peut-être vous avez la comprenette un peu ralentie, auquel cas je me ferai un plaisir de vous expliquer dans les limites bien sûr du temps qui nous est imparti. Oui, 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 bien sûr. Voilà, donc si vous avez... Ah oui quand même, si vous... Attends, je suis pas un trou non plus. Si vous avez des... tout de suite, je veux dire. Donc si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je suis à votre disposition. Ainsi qu'un représentant du syndicat de la charcuterie française, dont j'attends l'arrivée bientôt, mais qui a été bloqué par les généraux. Une question. Oui, cher ami. Quel style de bourgeois est le plus comestible? Alors voilà. C'est une remarque très intéressante, car vous l'avez constaté, quand on découvre la plastique d'un Édouard Philippe ou celle d'un Macron, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a à bouffer sur ces mecs qui sont tellement dévorés à l'intérieur par le culte de la performance, qui n'ont pas un poil d'onctuosité, de gras et de moelleux. Alors je ne vous cache pas que c'est vraiment une grande détresse pour moi lorsque j'ai commencé à réfléchir à ma conclusion, car on constate bien maintenant que le bourgeois aujourd'hui, le bourgeois ordinaire, est tenté par le culte de la performance et qu'il est l'auto-entrepreneur de sa carcasse. Il cherche à être fit, il cherche à faire du fitness, il va dans des clubs de muscu, il fait des squats. Et ce salaud, en fait, sur lui, il n'y a plus rien à bouffer. C'est la raison pour laquelle je pense que dans l'une des propositions que je voudrais vous soumettre ce soir dans le cadre de mon programme politique, il serait intéressant de déplacer
l'ensemble du Parlement et des ministères, comme cela a été fait du temps de l'histoire française agitée, puisque tout le gouvernement a dû attendre se déplacer à Vichy. Mais enfin, à Vichy, c'est des eaux, et les eaux, c'est pas ça qui nourrit. Si vous pouvez déplacer l'ensemble du gouvernement et du Parlement, non pas à Vichy, mais peut-être dans le sud-ouest, et peut-être dans le Gers. Ouais, là où on réussit à bien les engraisser un peu, tu vois, qu'ils nous fassent du bon gras. Alors seulement ensuite, ils pourront vraiment être utiles à la nation française. Je vous remercie de votre témoignage. Cher ami, Quel mode de cuisson vous préconisez? quel mode de Cuisson. Ah, tartare. Saignant. Écoutez, tout est ouvert. Simplement pour la petite histoire, lorsque Lévi-Strauss fait l'apologie des cannibales, il fait référence en fait à l'apologie qui en fut faite par Montaigne, lequel à son tour en avait fait l'apologie à la suite des traités d'un texte de Jean de Léry, dans lequel Jean de Léry rapporte qu'en fait les morceaux qui sont les plus savoureux dans le corps humain sont essentiellement ce morceau-là, là, très doux, et la fesse. Donc, il faut mettre en place aussi tout un dispositif gastrosophique, un dispositif de gastronomie à caractère social et politique. Le terrain avait déjà été ouvert, je crois, par Charles Fourier, qui a écrit de très belles pages où il essaie de montrer que ce qui peut jouer dans la gastronomie peut avoir aussi des points communs avec une réflexion à caractère social et politique. Mais moi, personnellement, vous me posez la question, je serais sur une cuisson lente de la fesse de bourgeois. Une cuisson lente. Peut-être démarrer le four un peu vif pour que ça croustille en surface. Peut-être démarrer à 220, puis ensuite redescendre à 180, 160. Et finir la cuisson, peut-être avec un peu d'aluminium pour que ce soit comme un étouffé, pour que vraiment on ait le fondant au milieu. Par contre, ne piquez pas le cul des bourgeois à l'ail, ce qu'on fait des fois trop familièrement, parce que l'endroit de la piqûre, c'est l'occasion par quoi aussi sort le sucre de la viande et donc toutes les saveurs. Là-dessus, par contre, il faut être très clair. Hein. Là, je veux dire, faut pas transiger. Chère madame. Oui, on voit de veau, de porc, de poulet, comment il est de la société française, est-ce qu'il ne serait pas de venir nous coloniser à l'intérieur? Est-ce que vous faites du bourgeois, ça rend pas pareil? Sinon, on risque pas de... Ah, votre remarque, cher ami, est très intéressante. Alors, toutefois, Lévi-Strauss dit que, en fait, l'ennemi qui était mangé dans les sociétés cannibales était mangé parce qu'ainsi, on espérait faire disparaître et neutraliser sa puissance redoutée et violente. Donc, l'acte de mendication n'était pas un acte par quoi on s'emparait de la puissance de l'autre, mais au contraire, on la neutralisait. Si vous voulez, moi, dans ma préoccupation humaniste pour une boucherie éthique et sociale, lorsque je veux qu'on bouffe du cul de bourgeois, c'est dans le but qu'on neutralise la violence dont ils sont porteurs. Hein. Donc on est vraiment dans une démarche éthique. Ça c'est important. Hein. Et votre remarque est précieuse à ce niveau-là, et je vous remercie de me l'avoir posée. Oui, bravo. On en garde. Avec quoi accompagner le bourgeois? Forcément, l'accord mets et vin. Alors, j'ai ouï dire que le pavé dans la gueule d'un flic est assez fondant.